Bonjour à tous, je suis... Hop, c'est bon. Bonjour à tous, je suis Guillaume Marchand, je suis Solution Architect chez AWS. Cette session va être dédiée au DevOps, aux microservices, mais on va faire un focus sur les Ops. Si vous avez participé à la keynote ce matin sur les microservices, on va rentrer dans le détail et on va rentrer dans le détail sur quel est le problème, quel est l'impact des microservices pour nous les Ops. Et l'objectif des Ops, le titre est assez intéressant, c'est pour accélérer l'innovation de vos entreprises. Je suis accompagné de Thierry Siboire, qui est responsable DevOps chez Euler Hermes et qui va vous expliquer l'expérience avec les microservices. Quels sont les changements qu'ont apporté les microservices? On va se concentrer sur 3 changements. L'architecture, bien sûr, le modèle d'exploitation, comment on fait pour opérer ces microservices, et le déploiement logiciel. On se focus d'abord sur l'architecture. Comme l'a expliqué Adrien tout à l'heure, pourquoi les microservices? Les microservices permettent d'accélérer votre innovation. Et on se rend compte que dans le déploiement des microservices, il y a une règle qui ressort, c'est que la vitesse prime sur la qualité. Là, vous êtes en train de vous étrangler, il y en a qui commencent à partir. Je ne vous dis pas que la qualité, vous devez baisser votre niveau de qualité, vous devez augmenter votre rapidité de déploiement et d'innovation. Et c'est tout ça l'intérêt des microservices. Un exemple d'architecture, on voit 5 microservices qui se parlent entre eux, on voit des API par microservice et on voit des événements. Chaque changement d'état dans un microservice envoie un événement. Ça, c'est un applicatif. On voit déjà 5 microservices. Premier constat, les API sont une porte d'entrée pour chacun de vos microservices. Et au sein d'AWS, cette porte d'entrée est API Gateway. API Gateway, c'est une gateway d'API managée par AWS. Son intérêt, c'est qu'elle va pouvoir rendre vos microservices accessibles depuis Internet, donc depuis des applications mobiles, des sites web, des services, gérer du cache applicatif, gérer du cache de contenu avec un CDN qui s'appelle CloudFront, gérer la sécurité, l'accès et le contrôle d'accès, l'identité et le contrôle d'accès de vos API, et elle va pouvoir permettre de rendre accessibles vos ressources, que ce soit sur Lambda, que ce soit sur EC2, que ce soit sur des conteneurs, que ce soit dans votre réseau, dans votre VPC, dans votre compte AWS, mais aussi sur un compte d'une autre business unit ou sur on-prem par exemple, au sein de votre SI on-prem. Donc c'est vraiment cette porte d'entrée, cette ouverture qui va être gérée par AWS, et cette ouverture, on va faire un contrôle de sécurité par-dessus. Et on va vous redonner beaucoup de métriques. Donc on a vu cette architecture, plein de microservices qui commencent, 5, et petit à petit, on va passer à 10, 100, 1000 peut-être, et il va falloir passer à l'échelle. Ce passage à l'échelle nous demande d'avoir un annuaire pour savoir qu'est-ce que j'ai comme microservice. Et le premier impact pour les Ops, c'est de connaître l'état de santé de chacun des microservices. Donc cet annuaire, c'est un registre. Ce registre est managé par AWS, ça s'appelle AWS Cloud Map. Donc d'une part, il aide les Ops, d'autre part, avec des health checks pour voir si mon service est en bonne santé. Deuxièmement, il aide aussi les développeurs pour simplifier leur configuration. Ça veut dire que les développeurs vont pouvoir appeler ce registre, soit à travers une API, soit à travers DNS, et récupérer un microservice, une certaine version de microservice. Deuxième point, vu que c'est un service AWS, c'est correctement intégré aux autres services AWS, que ce soit Fargate, ECS ou Kubernetes, EKS. Et en plus, vous pouvez intégrer, ce que je ne dis pas, c'est que vous pouvez aussi intégrer d'autres ressources, que ce soit on-prem ou que ce soit par exemple une table DynamoDB. Deuxième point d'architecture qui est hyper important, c'est que les architectures cloud natives et les microservices doivent être faiblement couplés. Faiblement couplés, ça veut dire que si j'ai un problème sur un microservice, je ne veux pas qu'il impacte l'ensemble de la chaîne des microservices. Et mon conseil, c'est que si vous voyez un schéma d'architecture qui ne comprend pas l'un de ces services AWS de messaging, peut-être que vous allez avoir du souci en production. Si un impact sur un microservice, peut-être que ça va impacter l'ensemble de la chaîne. Et on va voir ça en détail tout à l'heure sur la gestion opérationnelle. Deuxième point, deuxième sujet, comment j'exploite ces microservices. La question que nous posent beaucoup nos clients,
C'est, OK, avant je gérais un monolithe, j'en avais un, je l'opérais comme c'était simple, j'en avais qu'un seul. Maintenant, j'ai X microservices, des dizaines, des centaines. Est-ce que ça va être compliqué? La réponse est oui ou non. Oui et non. Oui, si vous gardez le même mode d'organisation. Non, si vous changez de mode d'organisation. Vous allez devoir rendre autonomes les équipes de développeurs, les ops, pour qu'ils puissent gérer de bout en bout ce microservice. Ils construisent ce microservice, c'est eux qui l'exploitent. Ils ont la responsabilité de l'exploitation. C'est eux qui, s'ils font un problème de qualité, c'est eux qui se réveillent la nuit. À partir de là, vous allez avoir en tant qu'ops plein d'équipes autonomes et il va falloir leur donner des outils aussi pour exploiter ces microservices. Ce n'est pas le Far West, ils vont devoir avoir ces outils pour analyser ces microservices, la qualité, la disponibilité. Et donc ça va être votre rôle. Donc, l'opération, la gestion de plusieurs équipes, gestion de plusieurs microservices, effectivement, ça fait beaucoup de choses qu'on vous rajoute. Il va falloir changer de responsabilité opérationnelle. Ce qu'on se rend compte chez nos clients, c'est que initialement, on partait sur, par exemple, une base de données MySQL, on partait on-prem, on gérait l'OS, on gérait l'hyperviseur, on gérait le matériel, on gérait le middleware, le moteur MySQL, et on gérait la scalabilité. Et petit à petit, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'ils bougent petit à petit sur EC2 pour que AWS prenne en charge l'hyperviseur, le matériel. Ils migrent sur RDS pour qu'on gère le middleware, et petit à petit, ils commencent à migrer sur le serverless pour qu'on gère l'ensemble de l'applicatif. Et donc, AWS prend la responsabilité de la gestion de ces services pour que vous focussiez sur la performance, sur la fiabilité, sur le maintien en condition opérationnelle de vos applicatifs. Je reviens sur une définition de serverless. Le serverless, ce n'est pas que du compute. La définition, c'est que vous ne générez pas le provisioning d'infrastructures et pas de gestion du service en lui-même. Le point important, c'est que vous payez pour la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous provisionnez une EC2, vous payez à la seconde, que vous l'utilisez ou pas. Vous provisionnez une certaine capacité que vous payez à la seconde. Quand vous avez du serverless, vous payez à l'exécution. C'est un modèle qui est complètement différent. Si je n'utilise pas, si je n'exécute pas, je ne paye pas. Et la mise à échelle, le scaling est géré complètement par AWS. Vous n'avez pas à initier une politique de scaling, d'élasticité dans la console. Ça, c'est complètement transparent pour vous. C'est la responsabilité d'AWS. Ensuite, au dispo, tolérance de faute, patching de sécurité, vous n'avez plus ça à gérer. C'est AWS qui prend cette responsabilité. Et donc, quand on regarde les services serverless, d'une part, on voit bien sûr Lambda et Fargate pour la gestion de conteneurs, Lambda pour les fonctions, mais aussi les datastores rentrent dans ce principe. S3 est serverless, vous payez au volume stocké. Aurora Serverless, un MySQL, quand vous créez un MySQL Aurora Serverless, vous ne définissez pas la taille d'instance. C'est géré par AWS, le cluster, la scalabilité, là où dispo est géré par AWS. Pareil sur DynamoDB. Et pareil sur les services d'intégration. On revient sur le compute. D'une part, je parlais de Lambda, et d'autre part, de Fargate. Ce sont deux méthodes, deux services qui sont complètement différents, et deux patterns d'architecture qui sont complètement différents. Sur Lambda, fonction, vous déployez une fonction, et ça, on va gérer, AWS va gérer cette fonction. Là, on parle vraiment de microservices. Si à un moment temps, ça ne rentre pas, l'applicatif ne rentre pas dans Lambda, on va aller partir sur un conteneur Docker qui va être complètement piloté par AWS. Et donc, ce choix, il se fait en fonction de la responsabilité que vous voulez prendre. Vous pouvez aller vraiment sur EC2 et gérer vous-même l'hyperviseur avec du bare metal et remonter dans les couches en déléguant cette responsabilité à AWS. Plus vous déléguez cette responsabilité à AWS, plus vous allez pouvoir vous concentrer sur l'observabilité, sur la performance. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que vous allez payer l'exécution. Ce qui veut dire que si votre applicatif est performant, moins vous payez.
autre question que se posent nos clients, c'est comment surveiller et contrôler ces microservices. Ce qu'on voit chez nos clients, c'est que ces microservices, ils embarquent bien sûr le code applicatif, et ils embarquent aussi du code de monitoring, la logique de déploiement, la logique pour la découverte des microservices et la logique de routing. Et donc, ce n'est pas du code applicatif, et c'est un souci. Et le pattern qu'on voit, c'est qu'on va sortir ce code qui est non applicatif dans un conteneur, si on reste dans le monde Docker, qui est un proxy. Et ce proxy, il va regarder les entrées-sorties de votre code applicatif, de vos conteneurs métiers, et vous allez pouvoir, d'une part, gérer ce monitoring, faire le routing dans ce conteneur et le discovery. Ce qui va simplifier aussi vos déploiements applicatifs, parce que votre conteneur va être moins gros. Vous allez limiter l'impact du changement. Et donc, un nouveau service AWS qui s'appelle AppMesh est un control plane pour ces fameux proxys. Et les proxys, dans un monde de conteneurs, il y a un projet open source qui s'appelle Envoy. Et vous allez pouvoir déployer Envoy sur chacun des microservices en tant que proxy, en tant que sidecar conteneur. Et l'ensemble de ces proxys, donc quand on revient dans notre architecture, il y en avait 5, mais vous pouvez en avoir 100, va être piloté sur un cockpit unique qui s'appelle AppMesh. Et donc AppMesh va vous donner du monitoring, du contrôle d'accès, de l'analyse, du routing. Vous allez pouvoir gérer plus simplement vos déploiements, l'A/B testing par exemple. Donc premier point qui vous simplifie la vie. Ça simplifie la vie des ops, parce qu'ils ont un cockpit unique, et en plus ça simplifie les développeurs, parce qu'ils ont un feedback rapide sur le fonctionnement de leur applicatif. Ensuite, comment observer les applications distribuées? Le problème, c'est que sur un microservice, quand il y a un problème, on n'arrive pas à comprendre d'où vient l'impact. Et d'où vient l'impact, on utilise un service qui s'appelle X-Ray. X-Ray, c'est un APM, Application Performance Manager. Et cet APM vous permet d'analyser la requête de l'interface utilisateur jusqu'au microservice et d'analyser le parcours. Ce que je vois chez mes clients, c'est que la question n'est plus si j'ai besoin ou pas d'un APM ou d'X-Ray, c'est qu'est-ce que je dois choisir comme produit. Vous avez X-Ray, il y a beaucoup de partenaires qui sont présents sur Summit, qui font des APM, allez les voir et tester. Ensuite, sur les déploiements logiciels, qui est une grosse partie, la question c'est comment j'arrive à déployer autant de microservices. Et il y a 3 points. Le premier point, c'est l'intégration continue, que je vais laisser de côté parce qu'il y avait une session sur le DevOps pour les développeurs qui se concentre sur l'intégration continue. On va se focuser sur le delivery, le déploiement. Et sur le déploiement, plusieurs questions. Comment on gère ce processus de déploiement qui doit passer à l'échelle? Comment on surveille ces nouvelles ressources qui sont complètement éphémères? Il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont recréés en fonction des versions, en fonction de ces microservices. Et puis, je vais avoir plein de microservices à un moment de temps, je vais avoir des patterns qui en découlent. Et comment je fais pour déployer ces nouvelles bonnes pratiques? Donc, avant, on était sur un monolithe. Le problème, c'était ce goulot d'étranglement. On avait une équipe de QA qui était centrale, on avait une équipe de packaging qui était centrale, et on avait une équipe d'ops qui était centrale. Et là, j'avais tous mes développeurs qui essayaient de passer dans le même pipeline. En 2000-2001, c'était l'architecture d'Amazon.com. Amazon.com arrivait à faire un déploiement par semaine. En changeant ce pattern en microservices, Amazon.com est passé à plusieurs dizaines de millions de déploiements par an. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pipeline par microservice. La bonne pratique, ce slide était présenté par Adrian. On va rentrer dans le détail. Le point que je veux porter à votre connaissance, c'est automatiser. Qu'est-ce que ça veut dire automatiser? C'est regarder un pipeline depuis le commit du développeur jusqu'à la mise en production. Quelles sont les actions manuelles? Et s'il y a action manuelle, je dois faire un plan d'action pour automatiser. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de diminuer le temps entre le commit et la production. C'est ça la métrique à regarder et c'est ça la métrique à améliorer. Et donc, l'expérience utilisateur, l'expérience d'Amazon sur le DevOps a été productisée avec des services qui s'appellent Code Pipeline, Code Commit, Code Build et Code Deploy.
Adrien a commencé à en parler ce matin, je vais me concentrer sur code deploy et code pipeline. Voilà un pipeline de déploiement classique où je le transcris en format code pipeline et je vois un pipeline, bien sûr, je vois des étapes dans code pipeline et je vois des actions qui peuvent être séquentielles ou automatisées, ou en parallèle, excusez-moi. Et donc, comment pipeline se déclenche? J'avance les animations. Comment pipeline se déclenche? Je vois un premier changement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la période de test, je vois un déploiement en intégration et je peux paralléliser les tests sur Chrome. Je peux embarquer un Chrome dans un conteneur sur CodeBuild, exécuter mes tests utilisateurs comme si je cliquais et valider que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je déclenche, Code Pipeline s'en rend compte, je déclenche un événement et cet événement est traqué par Lambda qui envoie une notification à mes développeurs. Là, c'est Slack, ça peut être tout et n'importe quoi, votre messagerie instantanée, un email, ce que vous voulez. Pareil sur le build. On envoie un feedback le plus rapidement possible aux développeurs pour qu'ils restent concentrés sur ce changement. La santé, deuxième étape, le déploiement. Quand vous faites du déploiement applicatif avec code deploy, il y a un changement qui se fait. Ce changement, c'est que vous prenez une instance, un applicatif, une instance virtuelle, et cette instance, on va la sortir de votre pool. On va sortir de votre pool pour garder votre cluster en bonne santé. On va faire la mise à jour. En V2, par exemple, on regarde la bonne santé. Si celui-là est en bonne santé, on le réinjecte dans le pool. On ne fait pas le déploiement directement, le changement directement avec une instance qui est dans le pool et qui est sous charge. Ça, c'est le rolling update avec code deploy. Deuxième mode de déploiement, le blue-green. Vous avez un groupe bleu avec une certaine version applicative. Ce qu'on va faire, c'est que vous voulez faire un déploiement applicatif. On va construire une infrastructure ISO à côté, en vert, et on va passer cette mise à jour. La mise à jour sur chacun de mes instances, tout est vert. OK, tout est vert. Je fais ma bascule. La bascule est faite. On regarde l'état de santé de la plateforme, peut-être pendant une heure, une journée. Par exemple, si j'ai de l'audience le soir, je vais attendre une journée, voir si tout se passe bien. Si tout se passe bien, je peux supprimer mon groupe bleu, mon ancienne version. Si ça ne se passe pas à un moment, temps ou à un autre, je refais ma bascule. Et cette bascule est directe, ce rollback est direct. L'étape 3, bonne pratique venant d'AWS, des ops AWS, c'est qu'on déploie segment par segment. L'intérêt de déployer segment par segment, c'est de minimiser l'impact de votre échec. Ça veut dire que vous allez déployer un petit segment sur l'ensemble de vos ressources. On va tester ce segment sur des utilisateurs. Et donc, par exemple, c'est 10%. Si c'est 10%, vous allez limiter cet impact, vous allez limiter cet échec. Deuxième point intéressant, c'est que vous allez pouvoir identifier le problème avant les 90% des clients qui restent. Donc vous allez quand même améliorer, garder une expérience utilisateur qui est au top. Et enfin, bien sûr, le rollback qui est beaucoup plus rapide. Et alors, donc, qu'est-ce que c'est un segment? Un segment typique, c'est une région, par exemple. Vous êtes sur un déploiement multi-région, l'Europe, l'Asie et les US. On ne va pas déployer un applicatif en parallèle sur l'ensemble des régions. On va y aller petit à petit. Si vous n'êtes pas sur un déploiement multi-région, sur une zone de disponibilité par zone de disponibilité, et on peut aller, si vous avez une grosse infrastructure, on peut aller sur des sous-zones, ou on peut aller sur un hôte unique, avec un canary déploiement. Je reviendrai en détail sur le canary. Et donc, au sein de Code Pipeline, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon déploiement en intégration qui est validé, je passe à l'étape de déploiement en production, et on voit que, premièrement, j'ai un déploiement canary sur un host, je valide que ce déploiement sur ce host est correct, et ensuite, le test est validé, je déploie sur la zone de disponibilité au global, le test est validé, et je passe sur de zone de disponibilité en zone de disponibilité. Tous ces tests, ils ne vont pas être manuels. Vous vous rendez compte le travail humain à faire pour tester chacun des segments. Donc on va automatiser
Et donc, depuis quelques mois, vous pouvez aussi utiliser CodePipeline sur du multi-région. J'ai déployé par exemple sur Paris, je vais passer exactement la même tâche sur une autre région. Et je vais faire région en région. Sur le Canary, il y a un sujet, c'est que dans votre pool de serveurs, vous allez avoir ce fameux Canary qui va peut-être impacter vos métriques, parce qu'il y a un vrai changement. Donc quand vous allez tester ce Canary, vous allez devoir un flux de métriques qui est complètement différent. On ne peut pas valider que ce déploiement est OK sur l'ensemble du pool. Ça va pas fonctionner. Donc il va falloir un flux de métriques complètement différent pour valider cet autre. Et petit à petit, on va passer à l'échelle. Et donc CodeDeploy, son rôle, c'est d'automatiser tout ça. C'est assez complexe. À scripter soi-même pour avoir essayé, c'est compliqué. Et CodeDeploy va le faire, vous allez pouvoir le paramétrer simplement. Il va gérer l'automatisation, la mise à jour, le versionning de vos applicatifs. Il va gérer le rollback. Ce qu'on a vu, c'est qu'il va éviter les temps d'arrêt quand vous allez faire la bascule de V1 à V2. Et en plus, il est bien sûr intégré AEC2, AECS, à Lambda, et vous pouvez déployer l'agent CodeDeploy on-prem. Donc vous pouvez avoir un processus de déploiement qui est global et qui est le même pour l'ensemble de vos applicatifs, que ce soit chez AWS ou pas. Et enfin, un peu de code. Ça, c'est du CloudFormation. Ce qu'on voit, c'est que c'est un CloudFormation, une ressource lambda. Et en 4 lignes, j'arrive à faire un déploiement Canary d'une fonction lambda. Ça veut dire que là, je suis en train de déployer par exemple une V2. Et je dis, s'il te plaît, tu me déploies d'abord sur 10% de mon trafic pendant 10 minutes. Et si au bout de 10 minutes, je suis toujours ma V2 de lambda est en bonne santé, je teste. Si c'est en bonne santé, je passe à 20% pendant 10 minutes, 30%, 40%, 50% pour aller jusqu'à 100%. Si je suis toujours en bonne santé, je supprime ma V1. Et là, c'est 5 lignes de code. Depuis quelques semaines, CodeDeploy est compatible avec le Blue-Green sur ECS. Ça va être complètement piloté par AWS. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de produire le code de test pour savoir si votre applicatif est en bonne santé ou pas. Le dernier point qui est une bonne pratique, c'est la gouvernance. Je vais déployer des pipelines qu'on a vus sur chacun de microservices. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'industrialiser ces pipelines. Ça veut dire que, par exemple, je ne peux pas déployer en prod sans passer par l'intégration. Quand les développeurs sont sous pression du marketing, c'est une bonne façon d'aller plus vite. Clairement, on l'a déjà fait, je l'ai déjà fait quand j'étais développeur. Le résultat est assez hasardeux. Et donc, comment on fait en tant qu'Ops pour vérifier que nos petits communs de développeurs ne font pas de bêtises? Et on va mettre ce qu'on appelle un safety check lors du déploiement. Vous allez avoir une action qui va permettre de vérifier, selon la gouvernance que vous avez en place, si le pipeline respecte les bonnes pratiques de sécurité, bonnes pratiques de test sur les différents environnements. Hop, j'arrive à ce safety check. Qu'est-ce qu'il fait? Il exécute une fonction lambda qui va aller contrôler cette gouvernance dans AWS Config. Et AWS Config, vous pouvez créer des règles sous forme de lambda qui va vérifier votre gouvernance. Si tout va bien, si ma gouvernance est validée, je continue mon déploiement. Et là, on pourrait se dire, j'ai qu'à supprimer safety check, ça va passer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que AWS Config va régulièrement aller valider le pipeline, et s'il ne voit pas cette étape, il va aller supprimer la transition. Il va supprimer la transition, il va arrêter les déploiements, automatiquement. Donc ça, c'est une bonne pratique à mettre en place pour passer à l'échelle. Ça veut dire que le rôle d'Ops n'est pas d'aller voir les équipes pour dire ça, si tu ne fais pas bien, c'est d'aller au plus près du changement pour dire ok, ton feedback, tu l'as déjà reçu, tout est automatisé. Voilà, c'est la gouvernance, tu l'as pas respecté, je bloque la production. Une fois que tu remets la gouvernance en place, c'est automatisé, ça ira plus vite, ça ira aussi vite. Le dernier point, c'est l'infrastructure as code. L'infrastructure as code est capitale. Ça va, chez nos clients, ça nous permet de mesurer
comment je pourrais dire ça, la connaissance du cloud public. Et donc, à quoi ça sert l'infrastructure as code? Ça sert à versionner les changements d'infrastructure. L'impact, on va dire, l'impact sur les outils de déploiement, par exemple, vous allez pouvoir avoir une infrastructure qui est sur chacun des environnements qui est ISO. Le problème qu'on a, c'est que les développeurs nous disent souvent « chez moi ça marche ». Et chez moi ça marche, c'est compliqué, parce qu'en production ça ne fonctionne pas, sur les environnements ça fonctionne. Et là, l'infrastructure as code va vous permettre de déployer une infrastructure qui est ISO, en changeant bien sûr des paramètres. Vous n'allez pas déployer des instances énormes sur du développement, mais vous allez pouvoir reproduire ces instances. Et ensuite, on applique les mêmes bonnes pratiques que les développeurs. Validation statique de mon code, validation des bonnes pratiques, validation de sécurité. Est-ce que je fais de l'analyse, par exemple, de mes conteneurs, de mes images virtuelles, et validation de mes environnements? Ça veut dire que je vais pouvoir produire des environnements et les tester. Et je vais pouvoir produire des environnements éphémères. Adrien vous a montré ce schéma. Ce qui est intéressant, c'est que ce schéma, cette architecture, elle est disponible sous GitHub, sous forme d'un template CloudFormation, et vous allez pouvoir déployer ce pipeline pour CloudFormation, et vous allez pouvoir, d'une part, le tester et le transformer pour l'adapter à votre besoin. Un point qui est assez intéressant aussi, c'est CDK. C'est un projet qui est en cours de développement chez nous, qui est sur GitHub, et l'objectif, c'était que les développeurs puissent construire de l'infra as code. Le problème qu'ils avaient, c'était que c'était du YAML ou du JSON, et qu'il fallait apprendre l'API. Et là, ce que fait CDK, c'est que vous allez pouvoir produire un template CloudFormation en TypeScript, JavaScript, C#, Java et Python. Et donc, cette infrastructure as code, vous allez pouvoir l'intégrer au même repo que vos applications. Donc d'une part, par exemple, j'ai peut-être une infrastructure as code pour mon réseau, mais mon architecture d'infrastructure pour mon applicatif, elle est gérée par les développeurs. Une démo, cette démo, c'est un projet qui s'appelle Trivia, c'est un quiz, qui est sur Fargate, et l'objectif, c'est qu'à chaque fois que j'ai des changements, que je fais un pull request sur GitHub, et mon lead tech ou mes ops, ils vont regarder, ils vont faire une analyse statique, ils vont regarder le code, ils font « Ah, t'as pas mis la bonne virgule, non. » Et en fait, ça n'améliore pas la qualité du tout du produit. Ce que demandent les gens du produit ou les techs, c'est de valider la fonctionnalité, le fonctionnement du produit. Et donc, l'objectif, c'est de créer un environnement éphémère par pull request. Et ça, vous pouvez le faire qu'avec du serverless. Si vous avez une pull request ou 100, ça va être compliqué de gérer ça sur une infrastructure qui est limitée. Donc, le serverless, Fargate par exemple, va vous aider à gérer tout ça. Et bien sûr, l'objectif, c'est de tout automatiser. C'est pas que vous allez cliquer à chaque fois, création d'un cluster pour valider ma pull request. Donc, la première étape, j'ai un repo GitHub avec Trivia. Et dans ce repo GitHub pour mon projet Trivia, dans ce repo, on voit un répertoire CDK et un build spec YAML. Le build spec va m'aider à construire mon conteneur et à le déployer sur Fargate. Je rentre dans le détail. Là, ce build spec, effectivement, build dans mon image Docker, je le pousse dans mon registry ECR, registry Docker privé dans votre compte, et ensuite, je construis mon template d'architecture, mon template CloudFormation, et je le pousse dans CloudFormation à partir de CDK. Assez simple. Ensuite, hop, c'était le zoom. Ensuite, dans CDK, le zoom, ce qu'on voit, c'est que là, avec ce code, j'ai créé un cluster Fargate, un orchestrateur, et j'ai créé un load balancer qui va être mon endpoint, qui va distribuer l'ensemble de mon trafic sur mon conteneur, avec ce simple code. Je fais ma pull request. Il y a quelqu'un qui a fait une question, qui a posé une question que je pense qui n'est pas bonne. Je la supprime et je propose cette pull request dans GitHub. Pour valider que cette question n'apparaît plus, effectivement, j'ai fait mon analyse de texte. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça ne fonctionne pas. Je vais demander à un bot GitHub de créer cet environnement de preview. Et donc ce bot GitHub, qui est aussi sur Fargate, va recevoir un webhook de GitHub, va exécuter la tâche, va regarder le build spec, il fait OK, c'est du CDK,
c'est du conteneur, je provisionne. Et donc on voit, OK, il me répond, je suis en train de provisionner ton applicatif à travers code build. Et une fois que c'est provisionné, il me renvoie une notification me disant, OK, voilà ton environnement de preview, on la voit ici. Gmarsh, je peux la tester. D'ailleurs, je suis en train de le faire ici. Je fais un HTTP GET pour voir qu'effectivement mon API répond correctement. Et donc, je suis content, je ferme ma pull request, et mon bot reçoit cette notification, et il me dit « Ah, OK, t'as fermé, ça veut dire que c'est OK, je supprime ma preview. » Et donc, mon environnement est supprimé. Et donc, je peux faire ça avec l'ensemble de mes pull requests. Et c'est à la demande. C'est un service que vous offrez à vos développeurs pour leur simplifier la vie. La conclusion, c'est quand on développe des applications modernes, laissez la gestion des environnements à AWS en serverless pour pouvoir passer à l'échelle. Réduisez l'impact des changements, bien sûr, avec les microservices, on l'a vu au début. Automatiser la production, les opérations sur vos applicatifs et aussi sur votre infrastructure avec l'infra as code. Et accélérer les déploiements pour passer à l'échelle avec le CI/CD. Et gagner en visibilité avec l'observabilité avec un APM. Les logs, le monitoring que vous aviez aujourd'hui est super important, mais il va falloir plus. Il va falloir plus avec un APM, avec X-Ray. Et la sécurité, intégrer la sécurité dans vos pipelines d'intégration continue et de déploiement pour garantir cette fameuse qualité et cette fameuse conformité et cette gouvernance. Je vais laisser la main à Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Ciboire, je suis responsable d'une équipe cloud chez Relais Hermès. Relais Hermès est une société d'assurance crédit qui est leader mondial et qui fait partie du groupe Allianz. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que l'assurance crédit? L'assurance crédit est une assurance qui vise à couvrir des risques d'impayés et des défauts de paiement quand une entreprise vend des biens ou des produits ou des services à ses clients. En France comme ailleurs, il existe, comme vous le savez, des délais de paiement qui fait que l'entreprise n'est pas sûre d'être payée et donc ça constitue un risque. Euler Hermès vient couvrir ce risque et viendra indemniser son client à hauteur d'un pourcentage du montant couvert. Alors, dans les assurances, l'évaluation du risque est quelque chose de clé. Donc, nous évaluons la solvabilité des entreprises. Pour cela, nous calculons un grade, ce qui est une notation, qui correspond à une indication du degré de solvabilité des entreprises. C'est sur ce grade que nous allons appuyer nos décisions de couvrir ou pas le risque. Alors récemment, nous avons redéveloppé nos algorithmes. Excusez-moi, peut-être que j'avance. Voilà. Récemment, nous avons redéveloppé les algorithmes de calcul de grade en machine learning et en intelligence artificielle qui nous permettent à la fois de produire des grades en temps réel et aussi d'avoir une appréciation plus fine du risque. Alors, le métier d'assurance crédit diffère quelque peu du métier d'assurance traditionnelle type dommage ou vie, dans le sens où il nécessite beaucoup d'interactions avec ses clients. À titre d'exemple, je ne vais pas m'éterniser dans les chiffres, mais nous recevons à peu près 22 000 demandes de couverture par jour que nous devons satisfaire en temps réel. Alors, le marché de l'assurance crédit est un marché stable, et donc il y a quelques années, nous avons lancé des programmes d'innovation. Alors au niveau de l'IT, il s'agissait d'accompagner ces programmes d'innovation en transformant notre IT pour la rendre à la fois plus flexible et en améliorant notre time to market. Pour ce faire, nous avons procédé à une APIfication massive du système d'information et à l'implémentation d'architectures microservices beaucoup plus modulaires et beaucoup plus flexibles. Par ailleurs, nous avons mis en place une architecture event-driven et évidemment, nous avons adopté une stratégie cloud first et nous avons designé des patterns d'architecture étant élastiques et résilients. Dans l'adoption du cloud, ce n'était pas dans une simple stratégie de débordement, c'était vraiment pour adopter les services managés du cloud et profiter de la puissance du cloud. Donc, comme le disait Guillaume, nous avons opté pour le compute pour des solutions comme Lambda, comme ECS Fargate, et au niveau du stockage, pour des solutions comme Aurora, comme Kinesis, qui est le bus de streaming au cœur de l'architecture event-driven, ainsi que DynamoDB.
Alors dans les architectures microservices, inexorablement, on tend à produire des architectures largement distribuées. Hein, comme l'expliquait Guillaume, auparavant on avait un seul monolithique, une application monolithique à opérer. Là on a des dizaines, des centaines de microservices. C'est là que la valeur technique des produits est importante. On mesure la valeur d'un produit pas uniquement par sa valeur business, qui est plutôt en lien avec le code applicatif, mais aussi par sa valeur technique. Et là, c'est le rôle des ops de développer la valeur technique. Alors chez nous, on mesure en permanence la valeur des produits pour vérifier que la valeur technique, je dirais, est en relation avec la valeur business du produit, à tel point que la valeur d'un produit est égale à sa valeur business multipliée par sa valeur technique. D'où l'importance de la valeur technique. Alors, comment décline-t-on les principes d'architecture pour nos microservices? La première étape, et Guillaume l'a très bien dit, c'est d'implémenter du loose coupling. Ne pas coupler fortement les microservices, ça nous paraît très important. Donc, on évitera des relations synchrones entre les microservices. On privilégiera des traitements asynchrones. La mise en place d'un bus de streaming va nous permettre d'atteindre en partie ce Graal en poussant les données vers le bus. Et les microservices clients peuvent venir consommer, éventuellement stocker les données pour être complètement indépendants. Un autre pattern que nous poussons, c'est la partie orchestration des microservices. Pour éviter les appels synchrones entre les microservices, il faut absolument mettre en place dans les front-end des couches qu'on appelle les back-end for front-end qui viennent orchestrer les appels aux microservices. Typiquement, j'ai un microservice qui gère, admettons, les demandes de couverture d'assurance crédit, et j'ai besoin des données police. Eh bien, la partie orchestration, via l'API Gateway, va venir appeler le microservice qui gère les polices, et après pouvoir récupérer les données pour appeler le microservice de gestion de la couverture. En termes d'infrastructure, nous privilégions les solutions comme Fargate qui nous garantissent de l'isolation. Typiquement, je vais vous prendre un exemple. Sur Fargate, une tâche correspond à une ENI. C'est-à-dire que nous avons une interface réseau par tâche. Et évidemment, nous déployons un microservice par tâche, ce qui permet d'isoler nos microservices les uns des autres et les rendre indépendants. D'autres techniques, comme les timeout et les circuit breakers, sont importants à mettre en place. Et là, c'est le rôle de l'Ops aussi, de venir paramétrer et régler les timeout et les circuit breakers pour qu'ils se déclenchent à bon escient. Un circuit breaker qui va se déclencher sur un microservice trop tôt, eh bien, on empêche des transactions de se dérouler. Il est pareil pour les timeout. En termes de scalabilité, il faut toujours privilégier des infrastructures légères et des codes applicatifs légers. C'est pour ça qu'on pousse des frameworks légers. En ce moment, chez ERMS, par exemple, on a une question autour du framework Spring Boot. Est-ce qu'on le remplace par Dagger, qui permet d'obtenir des temps de compilation plus faibles, donc de permettre d'instancier l'application plus rapidement, et donc de scaler votre application plus rapidement. Il n'est pas question de déclencher du scaling à 50% de la charge, par exemple. Si vous avez 3 heures pour scaler, ce n'est pas un bon pattern. Sur les technologies lambda, qui est on va dire la technologie chez ERMS qu'on préfère, hein. Si on peut, on fait des microservices en lambda. Si on ne peut pas, on fait du Fargate. Et enfin, on va faire de l'ECS EC2 pour les applications, par exemple, qui doivent accéder à des EFS, du stockage externe, ce qui n'est pas possible avec Fargate ni avec lambda. Alors pour lambda, on a beaucoup investi sur cette technologie. Et au début, nous avons rencontré des problématiques de préchauffage des lambda, notamment quand la lambda devait accéder à une ressource qui est dans un VPC. La fonction lambda ou le conteneur sous-jacent, que nous ne gérons pas puisque c'est AWS qui le gère pour nous, va s'attacher à une ENI, et ça peut prendre jusqu'à plusieurs secondes, presque une dizaine de secondes en fait. Ce qui est complètement incompatible avec la philosophie microservice et la philosophie API, où, par exemple, aujourd'hui, vous exposez vos API dans des marketplaces et vous attendez des temps de réponse de 400 millisecondes. Donc pour ça, nous avons mis en place un système de préchauffage des lambda qui nous permet d'avoir toujours un set de lambda prêt à exécuter pour satisfaire la scalabilité. Aujourd'hui, nous chauffons des lambdas sur un nombre précis, mais on voudrait arriver à faire de l'autoscaling, c'est-à-dire chauffer un nombre de lambda en fonction de la charge, et y aller par incrément. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment, en train de travailler dessus. On a déjà récupéré l'ensemble des métriques qui nous permettraient de mettre en place cette mécanique.
Alors, comment atteindre la flexibilité et la qualité requises pour la mise en place d'applications modernes? Alors, excusez-moi, je vais revenir d'abord sur l'event-driven architecture. On a parlé de découplage fort des microservices, et je voulais revenir sur la partie event-driven architecture. Donc ici, que ce soit une application moderne, type microservice, ou une application plus traditionnelle on-premise, toutes ces applications doivent pousser les données, doivent pousser leurs données vers un bus de streaming. Et les applications peuvent venir consommer, au travers de Lambda par exemple, les données. Alors les applications legacy, évidemment, le challenge est un peu plus rude, dans le sens où il faut venir, bien souvent, on ne modifie pas les applications legacy, donc on vient s'appuyer sur les logs des bases de données pour venir répliquer sur le cloud les données, les changements. Ici, on le fait avec le service AWS Database Migration, DMS, qui permet d'aller alimenter une base Postgre. Derrière, on déclenche à travers du Wall2JSON un conteneur Fargate qui vient alimenter le bus et poster et pousser des objets métiers en JSON. Pour les applications modernes, elles ont la charge directement d'aller pousser des objets métiers complets sur le bus de streaming. Ça nous permet aussi de mettre en place un data lake et de mettre en place notre futur data warehouse, peut-être à base de Redshift. Alors, comme je vous le disais, comment atteindre la flexibilité et la qualité requise pour la mise en place d'applications modernes? Une des réponses, c'est évidemment le CI/CD. Alors ici, vous avez un pipeline assez classique de CI. Il y a 3 points que sur lesquels je vais insister. C'est sur les tests. On pense souvent aux tests fonctionnels, mais il faut embarquer dans votre pipeline CI, enfin chez nous c'est comme ça qu'on voit les choses, autant de tests techniques que faire se peut. Alors ça va être des tests de sécurité, ça va être des tests de performance, des tests de charge. Par exemple, sur des tests de sécurité, aujourd'hui nous scannons les images Docker avec des solutions comme Encore. On va venir vérifier la vulnérabilité dans le code ou les problèmes de sécurité dans le code avec Sonar. On va venir lancer des tests de performance avec Gatling. Et à chaque fois, si ça ne répond pas aux exigences, eh bien on ne déploie pas. Un autre point qui n'a pas pu encore être automatisé, c'est la revue de l'infra as code. Comme l'a dit Guillaume, les infra as code sont produits par les équipes DevOps. You build it, you run it. Donc vous devez produire l'infra as code en tant que DevOps. Et donc on vient faire des revues de code sur l'infra as code pour s'assurer que les patterns sont bien appliqués, notamment les patterns d'architecture. On vient vérifier que l'infra as code va bien produire l'architecture et qui correspond à un pattern d'architecture. On va vérifier aussi tout ce qui est sécurité. Par exemple, que le chiffrement est fait à l'aide de clés KMS, que les secrets des comptes techniques sont bien stockés dans Secret Manager, que les security groups sont bien positionnés, etc. etc. Aujourd'hui, c'est une équipe transversale qui gère ces revues. Demain, nous essayons, autant que faire se peut, d'outiller le pipeline pour automatiser ces revues. Alors, c'est pas évident parce que aller contrôler automatiquement qu'une infra as code correspond à un pattern d'architecture, c'est pas si simple que ça. Le dernier point qui me semble intéressant de mentionner, c'est qu'aujourd'hui nous utilisons GitLab et GitLab CI. Alors pourquoi ce choix chez ELRMS? GitLab CI nous semblait bien intégré à l'écosystème AWS, car il nous permet d'être scalable en lançant. GitLab a la caractéristique de lancer les instances spot à la volée, des instances AWS, donc c'est un intérêt économique, puisque les instances spot sont effectivement économiquement intéressantes, et puis il est scalable, parce que s'il lance à la volée les instances, on comprend bien que c'est d'une scalabilité appréciable. Alors, pour les applications modernes, on l'a compris, il faut aller vite, Guillaume le disait. On ne peut pas aller vite sans qualité, c'est pas possible. Pour moi, il faut faire de la qualité pour pouvoir aller vite. Alors, le continuous delivery, comment faire pour que le déploiement soit plus un événement? C'est ça la question en fait. Le déploiement doit être quelque chose de banal dans les architectures modernes. Pourquoi? Parce que le déploiement, par exemple, ça peut être une feature d'un auto-healing, sur un incident, vous voulez redéployer votre application automatiquement. Si le déploiement, c'est encore une question dans l'entreprise, ça va être un problème. Alors pour ça, il y a plusieurs principes à respecter. Le premier qui nous semble important, c'est tout automatiser. Alors évidemment, c'est de l'infra as code, soit avec CloudFormation, soit avec Terraform. Chez nous, on utilise Terraform. Donc automatiser tous les déploiements. Et ça veut dire, par exemple, adopter des principes, comme chez ELRMS, des principes de zéro SSH connection. C'est-à-dire, on interdit aux gens de venir se connecter en production ou en UAT
sur les EC2. Alors si c'est évident dans les environnements serverless, c'est un peu plus compliqué dans les environnements traditionnels. Mais ça a une vertu, au-delà de gérer de la sécurité et garantir le déploiement, c'est-à-dire qu'on ne va jamais venir toucher des choses sur les environnements de production. Ça a une vertu, c'est que ça va permettre ou forcer les équipes DevOps à prendre en compte tout ce qui est observabilité dans la design de leur application. Ça va les forcer à instrumenter avec X-Ray, ça va les forcer à créer des API check qui vont remonter des métriques, etc., etc. Un autre élément important, c'est la partie immutabilité. On a pris le parti de ne jamais toucher quelque chose qui fonctionne. Alors ça rejoint ce que disait Guillaume par rapport au déploiement Blue-Green, mais typiquement ça va un petit peu plus loin chez nous, c'est-à-dire que si on a une infrastructure à base de C2 et qu'on doit appliquer par exemple un patch de sécurité, la tentation est grande de venir appliquer le patch directement sur le C2. Eh bien non, en fait, on va réinstancier de l'infrastructure grâce à l'infra as code, mais on ne va pas toucher ce qui fonctionne. Et une fois qu'on aura réinstancié, avec le patch de sécurité, à base d'une nouvelle image, on va venir basculer ou switcher la production. Donc nous tendons à ne jamais toucher quelque chose qui est en production, quelque chose qui fonctionne. On réinstancie systématiquement. C'est pour ça qu'il est important que le déploiement ne soit plus un événement. Alors on a parlé beaucoup de l'observabilité. Dans les architectures traditionnelles monolithiques, la gestion de la disponibilité est assez simple, c'est noir ou blanc, ou c'est binaire, ça marche ou ça ne marche pas. Dans les microservices, c'est un tout petit peu plus compliqué. On comprend bien qu'une page web, par exemple, peut faire appel à plusieurs microservices. Et donc la gestion de la disponibilité de l'application comporte des nuances. Donc ça devient un élément clé. Le monitoring et l'observabilité devient un élément clé pour l'Ops pour pouvoir opérer ces applications. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qu'un bon monitoring? Qu'est-ce un bon système d'observabilité? Donc on s'est dit simplement que ça devait répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui est en panne? Pourquoi c'est en panne? Et comment le réparer? Je vous disais tout à l'heure qu'on pousse l'automatisation. Comment le réparer? Ça ne veut pas forcément dire d'écrire une procédure qui est dans un coin, excusez-moi, et qui attend qu'un Ops se réveille pour l'appliquer. Non, c'est mettre en place des procédures d'auto-healing qui vont automatiquement remettre le service de manière up. Pour adresser ces challenges, en fait, il faut adresser les 2 facettes du monitoring, que ce soit l'APM. Donc, nous avons choisi pour l'APM de mettre en place la solution d'AWS, X-Ray, qui nous permet effectivement d'instrumenter le code et venir collecter des temps de latence sur les appels aux API. Quand on a des appels d'API, il est important de pouvoir savoir où on perd du temps, où on a la latence qui augmente, etc. X-Ray est intéressant dans le sens où il va aller un tout petit peu plus loin et il va nous permettre, par exemple, quand vous allez adresser soit une database, par exemple DynamoDB, de venir connaître la table sur laquelle vous êtes en train de travailler. Sur un bus qui n'existe, par exemple, il va vous permettre de connaître le shard. Sur une file SQS, il va vous permettre de vous connaître la file SQS. Donc ça va un petit peu plus loin que de la gestion de latence ou de la métrique de latence sur des appels API. Ça vous permet aussi de savoir sur quel objet vous avez effectué les actions. Par ailleurs, X-Ray permet d'instrumenter le synchrone, mais aussi l'asynchrone. Pour autant que vous customisiez un petit peu X-Ray en passant des notions de trace ID ou de segment ID, vous allez pouvoir récupérer des métriques sur les traitements asynchrones. Sur la partie monitoring d'infrastructure, donc nous avons fait un choix à base de services managés AWS et d'open source. Donc l'important effectivement c'est de pouvoir collecter toutes les métriques. Par le passé, le système de monitoring, on collectait les métriques sur lesquelles on voulait corréler des événements. Aujourd'hui, il faut tout collecter. Donc Prometheus, qui est l'outil open source que nous avons choisi, nous permet d'avoir récupéré les métriques sur les infrastructures AWS, parce qu'il vient avec un certain nombre d'exporteurs, que ce soit pour récupérer des métriques sur les conteneurs, avec CAdvisor par exemple, sur les EC2 avec Node Exporter, sur des instances Nginx par exemple. Et aussi, il a un connecteur qui permet d'aller récupérer les métriques dans Amazon CloudWatch. Donc aujourd'hui, nous avons tous nos métriques à un seul endroit, dans un seul outil qui est Prometheus. Sur la gestion des logs, puisque quand on parle d'observabilité, on parle de données, on parle de métriques
qui est la pierre angulaire, avec des notions de latence, d'erreur, de trafic et de saturation. On parle aussi de logs. Et dans les logs se trouvent des métriques. Donc le challenge d'une architecture de ce type-là, qui est composée d'open source et de services managés, c'est de venir intégrer les briques les unes entre elles. Donc on a un outil pour la gestion des logs qui s'appelle Splunk, qui permet effectivement de faire de l'analyse sur les logs. Et dans les logs, il y a des métriques. Donc il nous a fallu venir chercher les métriques dans Splunk pour les exporter dans Prometheus. Alors, sur les prochaines étapes chez Euler Hermes, et j'espère que mes collègues ne vont pas avoir des cheveux blancs, on voudrait aller un petit peu plus loin dans les aspects qualité en mettant en place du chaos engineering. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le chaos engineering, mais en fait, dans le chaos engineering, on vient sur une partie de l'application, donc une infrastructure qui est instanciée, avec une sous-population, venir générer des pannes. Alors on parle de Chaos Monkey ou de Chaos Gorilla, en fonction du type de panne qu'on vient simuler. Si par exemple on vient supprimer un ALB, on parlera plutôt de Chaos Monkey. Si on vient carrément débrancher une availability zone, on passe de Chaos Gorilla. Donc ça c'est quelque chose qui va nous permettre de continuer à identifier nos faiblesses, malgré qu'on ait tout automatisé, qu'on ait embarqué des tests le plus possible dans les pipelines, qu'on ait des patterns d'architecture, on veut quand même pouvoir découvrir nos faiblesses avant que ce soit l'utilisateur qui le découvre pour nous. Une autre chose pour gérer les microservices at scale, c'est de mettre en place un service mesh. Guillaume en a parlé tout à l'heure, et on attend avec impatience AppMesh qui est en temps preview, qui va nous permettre aussi de mettre en place des solutions comme des circuit breakers au plus près des microservices, qui va nous permettre potentiellement aussi de gérer du déploiement, alors c'est pas exactement du canary, mais qui nous permet, pour un microservice donné, de gérer du déploiement, je dirais A ou B, c'est-à-dire être capable d'envoyer sur une nouvelle version de votre microservice un poids, qui correspond à un pourcentage de votre population. Évidemment, ça permet de récupérer les métriques et de gérer tout ce qui est sécurité, puisque ça s'interface avec des IDP, par exemple. Alors ça s'installe en proxy, comme l'a expliqué Guillaume, c'est-à-dire que c'est un proxy qui vient se positionner au-dessus de vos microservices. Il est donc en mesure de gérer vos communications. Voilà, on continuera à travailler bien sûr sur tout ce qui est anti-fragilité, observabilité, distributed tracing, etc. Je reste un petit peu dans la salle si quelques-uns veulent échanger. Merci beaucoup.